Angèle, l'Indien blanc de François Place. Chapitre 2. L'évasion. Le capitaine m'a vendu à un marchand de Buenos Aires. Cet homme fournissait les vaisseaux de passage en corde, en ferraille de toutes sortes, en bois et en goudron. C'était un lourdeau convaincu de son importance, une brute qui m'obligeait à l'appeler maître, en le remerciant des corrections qu'il m'infligeait. Il ne savait pas parler aux gens, il aboyait. Je dormais dans un tas de cordes pour toute couverture, et je me mettais au travail avant le lever du jour, avec un bon coup de pied dans les côtes en guise de petit déjeuner. J'allais avec les autres esclaves sur les chantiers de calfatage. J'y ai appris les rudiments du langage des marins en grattant pendant des heures les coques des navires couvertes d'algues et de coquillages. Les moules constituaient à peu près notre seule nourriture. Encore nous fallait-il les glaner pendant le court repos qui nous était accordé. Le maître se plaisait à dire que j'étais un vrai sauvage. Il m'exhibait devant ses clients chaque fois qu'il en avait l'occasion. Si l'un d'entre eux venait accompagné d'une dame, ce qui arrivait rarement, alors j'avais droit à un traitement spécial. Il me sifflait. J'arrivais en courant, il me jetait à la volée un gros morceau de viande crue, de cœur ou de poumon, et il jouissait de la grimace de dégoût affichée par mon invité, pendant que je dévorais la viande en me barbouillant de sang. « Mange, petit sauvage, mange !» grondait-il à voix basse. Après quoi il me renvoyait d'une bourrade et se tournait avec une sorte de révérence vers ses hôtes en prenant un air ravi. Il inventait toutes sortes de légendes sur les Indiens. Par exemple, il prétendait qu'ils savent nager dès la naissance parce que ce geste leur vient comme aux jeunes chiots du jour où ils tiennent sur leurs pattes. Il se prit un jour de dispute avec un marin de passage à ce propos. L'autre était prêt à parier un sou que les Indiens se noyaient ni plus ni moins que n'importe qui, sauf, bien sûr, s'il avait appris à nager. Le maître était si bien convaincu de ses propres mensonges qu'il accepta le pari. Une jetée s'avançait dans les eaux du port, le maître me poussa devant lui, à grandes enjambées, en faisant signe aux marins de le suivre. Arrivé tout au bout, il me força à tomber à ses pieds. « Tu vois, dit le maître au marin, à cet endroit, il y a plus de 5 brasses de profondeur, même à marée basse. Et le courant emporte tout vers le large. Il est bien difficile de résister. Ce petit bâtard n'a jamais eu l'occasion de le vérifier par lui-même, et moi je vais la lui donner pas plus tard qu'aujourd'hui. Je te jure, sur la mer de tous les saints, qu'il ne sait pas nager. Et je te parie qu'il va s'en sortir. » Le marin donna la pièce d'argent, le maître en sortit une de sa poche, et il les posa toutes les deux à côté de moi. « Si ce petit diable revient, continua-t-il, nous sommes bien d'accord, c'est moi qui emporte la mise. Si par malheur il coule et qu'il se noie, j'admets que tu as raison, et je remets une 3e pièce en plus des 2 autres, que voici. Mais sois-en sûr, tu perdras. C'est un Indien, il nagera. » Le marin renifla et se frotta le crin du menton. Craignant un coup tordu, il m'empoigna les cheveux en les tirant vers l'arrière, et il plongea son regard dans le mien. Je sais ce qu'il y vit, une terreur sans nom. Juste en dessous, je pouvais entendre le clapotis dans l'ombre des pieux noirs et luisants qui s'enfonçaient dans la vase. Il se redressa et hocha la tête pour donner son accord. Le maître grimaça une sorte de sourire. Ensuite tout alla très vite. Il m'attrapa par le poignet et la cheville, pendant que je criais comme un goret. Je n'étais pas bien gros. Alors, entre ses 2 grosses mains, j'avais l'air d'un sac tenu par les extrémités. Le maître prit son élan, il me balança, 1 fois, 2 fois, 3 fois, puis il me catapulta dans les airs. Je décollai du ponton, je vis un court moment le port tournoyer, puis je coulai à pic. L'eau me remplit d'un coup la bouche, le nez, les yeux, les oreilles, les poumons. Avant même de toucher le fond, je me mis à battre des pieds comme un forcené. Je refis surface en vomissant. Je parvins à revenir vers le ponton en moulinant des bras, et je m'agrippai de toutes mes forces à la gaffe que me tendait le maître. Mais, au lieu de la tirer vers lui, comme je m'y attendais, il la dévia d'un coup sec, et pesant la pointe de tout son poids dans le creux de mon épaule, il m'enfonça en me repoussant encore plus loin vers le large. Cette fois, je bus vraiment la tasse. Je crus mourir 10 fois de la noyade. Chaque fois que je revenais, le maître me refoulait en grinçant des dents. « Nage, petit, nage, sauvage !»
Aujourd'hui encore, je pense qu'il était partagé entre l'envie de gagner son pari et la joie malsaine de me voir me débattre en le suppliant du regard. Le maître adorait cette histoire, il recommença souvent l'expérience pour retrouver le plaisir de me voir gigoter dans les airs. Et il y ajouta quelques variantes en me lançant toujours plus haut et toujours plus loin, parfois en me liant les jambes ou bien un bras le long du corps. Cela l'amusait surtout quand la mer était grosse, quand il trouvait qu'il y avait assez de vagues et de vent pour que le jeu en vaille la chandelle. Il choisissait le moment de la renverse, sachant que le courant m'entraînait toujours loin du ponton et que j'aurais les pires difficultés à revenir. Il se formait ces jours-là un petit attroupement de curieux autour de ma frêle silhouette, les rafales fouettaient mes cheveux et je frémissais en entendant les vagues tonner au-dessous. Le maître avait trouvé un bon moyen pour corser l'affaire. Il m'obligeait à m'allonger dans un hamac dont il l'empoignait une des extrémités vers ma tête, tandis que deux autres hommes prenaient celle où se trouvaient mes pieds. Ensuite, il me faisait tourner comme un saucisson et me propulsait de toute leur force en lâchant un des bras. Le hamac se détendait d'un coup, une véritable fronde, éjectée, je brassais l'air à grands moulinets, salué par le cri des mouettes. Quand je revenais, le maître riait en me tordant la joue, et je devais rire avec lui en m'ébrouant comme un chien mouillé. Salto del Angel, annonçait-il avec des ronflements de voix qui exagéraient la durée de ma trajectoire. Le saut de l'ange. Salto del Angel. Voilà comment j'ai reçu ce drôle de nom, Angèle. Angèle, l'Indien blanc qui tombe du ciel. Moitié oiseau, moitié poisson. Un jour, une rafale de vent trop forte me rejeta sur le ponton où je restai un bon moment assommé. Cela fit rire le maître aux éclats. Peut-être aurait-il moins ri s'il avait su que cette première pièce d'argent pariée avec un marin se relèverait finalement le prix de ma liberté. Après tout, grâce à elle, j'avais appris à nager et davantage à aimer ça. L'occasion de fuir se présenta des années plus tard, lorsqu'un trois-mâts battant pavillon étranger jeta l'ancre dans la baie. Très vite le bruit courut que le commandant de ce vaisseau cherchait des hommes pour combler les pertes de son équipage décimé par une épidémie de fièvre. D'autres bruits, encore plus étranges, couraient sur sa destination mystérieuse, le Neptune. C'était le nom du vaisseau. Venait de France et faisait route vers le Grand Sud, loin des routes marchandes vers les glaces et l'inconnu. Il resta des jours sur son ancre, énigmatique et vaguement menaçant. Personne n'osait l'approcher, de peur de contracter la maladie. Le gouverneur de la ville fit établir une navette pour lui apporter les denrées dont il avait besoin. Une barque venait tous les matins s'adosser à la muraille du vaisseau, et les vivres étaient hissés à l'aide d'un palan, le manœuvre s'exécutant à portée de voix pour éviter tout contact. Même les tonneaux d'eau potable durent suivre ce chemin. De fait, il ne s'échangea pas plus de quelques mots pour conclure les affaires. Les voyageurs n'avaient pas le choix. À aucun moment on ne leur donna l'autorisation de débarquer. Au bout de quelques jours, le commandant du vaisseau fit savoir qu'il renonçait à recruter de nouveaux membres d'équipage. Et depuis le chantier où je travaillais, je vis avec anxiété le regain d'agitation annonçant son départ. J'attendis la nuit pour le rejoindre silencieusement à la nage. Je longeai la coque sans parvenir à l'escalader. Elle était lisse et trop glissante. Par chance, je découvris dans l'obscurité un filin qui pendait à proximité d'un sabord encore ouvert, et après plusieurs tentatives malheureuses, je réussis à me hisser jusqu'à l'ouverture, et basculant dans le ventre du bois, j'allais trouver un endroit au fin fond de la cale pour me cacher. Je doutais fort qu'on vienne m'y chercher. Au lever du soleil, j'entendis des ordres, de longs coups de sifflet, puis le grincement du cabestan qui relevait les ancres. Ensuite, le vaisseau prit lentement son air, je le sentis s'incliner, tandis que tout là-haut, la brise faisait claquer les voiles. Je collai mon oreille à la paroi pour entendre le flot courir le long de la coque. Ce n'était pas tout à fait un rêve, mais ce n'était pas loin d'y ressembler. Fin du chapitre 2, Angèle l'Indien blanc. Merci de vous abonner.